Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir comment Nolan s'en sort avec la Deuxième Guerre mondiale. Je suis un gros fan de Christopher Nolan. Vraiment. J'adore sa manière de traiter ses sujets, d'écrire ses films, ses personnages, de monter ses films, de gérer son rythme. Juste sa manière de réaliser en fait. Et en ce qui concerne sa filmographie, The Dark Knight est un de mes films préférés. J'adore toute sa trilogie du Dark Knight, mais le Dark Knight c'est mon préféré. Il est bien meilleur que les deux autres. Puis bon, j'adore Inception, j'adore Interstellar. Et j'avais assez hâte de voir ce qu'il allait faire avec Dunkerque, même si je voyais assez mal un film fait dessus, en fait. Je ne voyais pas vraiment ce qu'on pouvait raconter en un film. Mais je m'inquiétais pas tellement, parce que je n'ai jamais douté des capacités de Nolan de faire un grand film. Et avec raison, parce que Dunkerque est génial. Vraiment, même maintenant, je pense que je peux dire que c'est un des meilleurs films de cette année, même en juillet. Alors, qu'est-ce qui est bon dans Dunkerque? Alors, déjà, son traitement. Le film fait pas de surdramatisation, il ne romance rien, vraiment il montre comment c'était à Dunkerque. C'est tout, il ne commence pas à raconter d'énormes histoires dessus, non, juste Dunkerque, ça s'est passé comme ça, et ça suffit. Il n'y a pas besoin de surraconter n'importe quoi, rien que ça suffit. Après, il y a quand même quelques erreurs historiques, ça on n'y coupe pas, mais c'est pas grand chose. Par exemple, dans la réalité, historiquement, il y a eu plus de 3000 sorties aériennes sur Dunkerque. Alors que dans le film, il y a quelques avions qui passent et qui bombardent, pas vraiment, mais ça réduit pas l'efficacité du film. Loin de là, les scènes de bombardement sont extrêmement prenantes, elles sont magnifiques. On est vraiment, c'est un peu général pour le film, mais on est à Dunkerque de A à Z, il arrive à nous mettre dans ces situations, et quand il y a des bombardements, c'est magnifique. Surtout que le son ressort bien, on a vraiment le gros boom des bombes qui nous projette vraiment avec ces soldats à Dunkerque, et ça, c'est excellent de la part de Nolan. C'est très efficace, ces scènes sont très efficaces. Et puis, alors j'aimerais parler des personnages maintenant. Là aussi, il y en a aucun qui est romancé, il y en a aucun qui est héroïsé. C'est juste des hommes qui essayent de survivre, c'est tout. Il y en a des qui pètent des plombs, il y en a des qui font des trucs qui sont pas très Charlie, il y en a des qui mentent, il y en a des qui arrivent à rester un peu, à garder la tête froide. Et ils sont tous traités de manière très réaliste, de manière très humaine. De toute façon, ça, Nolan, il nous l'a habitué depuis toujours, même les super-héros, il arrive à les rendre réalistes. Donc c'est une des grandes forces de Nolan qu'il arrive encore à utiliser pour ce film. Donc vraiment, chapeau Nolan. Puis aussi, il a pris tous les personnages qu'il lui fallait pour raconter son histoire, tout ce qu'il lui fallait. Alors on suit 3 histoires en gros. On suit un soldat à Dunkerque même qui essaye de sortir, quoi, pour parler vraiment de l'évacuation depuis la côte. On suit un marin anglais réquisitionné pour aller chercher des soldats à Dunkerque. Et on suit 2 pilotes de l'air pour la partie vraiment aviation et raid aérien. Et alors, dès le début du film, il nous présente chacune des 3 timelines en indiquant le temps sur lequel ça va se passer. Chacun, donc sur la plage, ça va se passer en 1 semaine. Dans les airs, avec les avions, ça prendra 1 heure. Et sur mer, ça prend 1 journée. Donc dès le début, il nous pose déjà ces 3 timelines. Et aussi, ce qui est bien, vu qu'il a 3 histoires, c'est que Nolan, il se fait plaisir au montage. Et c'est comme ça qu'il arrive à mettre vraiment son rythme et sa tension. C'est en mélangeant de manière très réussie les 3 histoires. Et un peu comme il avait fait pour Inception, The Dark Knight ou Interstellar. Et encore une fois, il y arrive super bien. Et puis il y a tout un jeu sur le point de vue. Et ça, franchement, je trouve que c'est assez négligé le point de vue. Je m'en étais rendu compte avec Fenêtre sur cour, qui utilise magnifiquement bien le point de vue. C'était vraiment après ça, je m'étais dit qu'il fallait l'utiliser, que ça devait être travaillé, le point de vue. Et puis là, dans ce film, c'est travaillé, c'est vraiment bien travaillé en plus. Et on suit les personnages principaux que j'avais dit avant, et vraiment on ne suit que eux. Par exemple, s'il y a un bateau qui coule, si un des personnages principaux n'est pas sur le bateau, la caméra n'est pas sur le bateau. On filme le bateau qui coule depuis un autre endroit où il y a un personnage principal. C'est pareil pour les batailles aériennes. Si on ne suit pas un des pilotes qui participe à la bataille, la bataille est filmée depuis en bas. C'est pareil aussi pour les bombardements. Et ça donne lieu à autre chose. On ne voit pas un seul Allemand de tout le film. Enfin, un rapidement à la fin est flou, mais ça donne vraiment lieu à cette
armée de l'ombre qu'on peut pas voir, qui réussit quand même à à décimer tous les Anglais, ce qui les rend encore plus présents et encore plus effrayants. Et vraiment, c'est aussi de là que le suspense du film vient. C'est vraiment cette menace invisible qui est encore une fois très très bien gérée. Et puis aussi, une très grande force de ce film, c'est qu'il a été énormément tourné à Dunkerque même. Et ça aussi, ça donne un réalisme au film qui est très bienvenu parce qu'on a les vrais décors, c'est vraiment là que ça s'est passé. Là où ça pourrait déranger, c'est qu'il y a quelques faux raccords du coup. Alors, il y a des gros faux raccords qui sont dus en fait au fait que le film n'est pas monté de manière linéaire. Les différentes timelines n'évoluent pas en même temps. Il y a une qui prend une semaine, une qui prend une heure et une qui prend un jour, donc c'est pas linéaire. Et il y a par exemple un moment sur la plage ils sont de nuit, puis après sur le bateau bah, c'est le jour. Mais au début j'ai cru que c'était un faux raccord, puis après je me suis rendu compte que non, c'est juste que le film n'est pas linéaire. Une grosse surprise d'ailleurs chez Nolan. Hein. Et puis c'est qu'ils avaient des conditions de Dunkerque quoi, donc c'était assez dur sur un tournage de 3 semaines. Enfin 3 semaines non, beaucoup plus, quelques mois. À avoir un temps assez propice à faire de bons raccords. Donc effectivement, des fois il y a plus de nuages que sur le plan avant, des fois les vagues sont différentes, des fois la marée est haute, des fois la marée est basse. Enfin, ça, faut jouer avec quoi. Et d'un côté, ça rajoute aussi au réalisme quoi. Ils sont vraiment à Dunkerque avec tous les défauts que ça peut apporter. Et un autre qui pourra peut-être en déranger quelques-uns, c'est qu'il y a plein de bâtiments qu'on voit en arrière-plan qui sont clairement pas du tout des années 40, qui sont bien après, années 60. Et puis, par contre, ça, je suis pratiquement sûr que c'est voulu. Parce que bon, vous allez quand même pas me dire que Christopher Nolan, qui n'a qu'à claquer des doigts pour que l'argent tombe, qu'il n'aurait pas effacé les bâtiments s'il l'avait voulu. Je pense plutôt que c'est une manière de nous dire qu'on regarde une fiction, un film, mais que les événements relatés sont réels. Et ça m'étonnerait pas parce que bon, c'est pas la première fois que Nolan joue avec notre perception de la réalité. Mais on peut aussi le voir comme une envie de se concentrer plus sur l'histoire que sur le cadre où ça se passe. Vraiment laisser Dunkerque comme il est et de nous raconter ce qui s'est passé dans les années 40. Parce que tout ce qui fait partie du récit, que ce soit les costumes, l'équipement, les bateaux, la jetée où ils sont, ou les avions, est rigoureusement d'époque. Là par contre, il n'y a pas d'erreur. Par contre, il y a une chose qui moi m'a dérangé. Une seule sur tout un film, hein, ça reste honorable, mais il y a quand même quelque chose. C'est le plan final. Alors, je sais pas si on peut considérer ce que je vais dire comme un spoiler ou pas, mais dans le doute, voilà, indication spoiler pour ceux qui veulent vraiment rien savoir du film. Donc, à la fin, on suit un des soldats survivants de Dunkerque qui a réussi à s'échapper, qui lit dans le journal le discours de Churchill. Et puis pendant ce discours, pendant qu'il le lit, un très beau discours, on a de très beaux plans qui ferment les différentes histoires qui ont été ouvertes pendant le film. Ça, c'est une scène très nolanienne, hein, pour le coup. Et ça se finit sur un plan d'un avion qui brûle. Alors, ça a du sens, hein, dans le film, l'avion qui brûle. Il y a un fondu au noir. On se dit générique, et non, on a un tout dernier plan du soldat qui ferme son journal. Et pam, générique. Je vois pourquoi c'est là, parce que c'est pour dire que la guerre est pas finie, que ça va continuer. Mais c'est mal fait, le plan est mal coupé, le plan est trop court surtout. Et la musique s'est arrêtée avec le fondu au noir, donc vraiment, c'est genre le film se finit, non, dernier plan, et hop, et ce plan, c'est genre, on dirait que les gens ont oublié de dire couper. Donc voilà, ça, mais c'est vraiment le seul point du film qui m'a pas plu. Alors vous direz certainement que je chipote, mais je vous répondrai que sur un film de cette qualité, le moins de détails est significatif. Et puis, dernier point sur la musique. Après un excellent boulot sur la trilogie du Dark Knight, sur Inception et sur Interstellar, Hans Zimmer revient encore une fois avec Dunkerque. Et il nous livre une de ses soundtracks les plus intelligentes que j'ai jamais entendues. Parce que, alors, comme dans ses autres films, Nolan joue sur le temps, comme j'ai dit avec les timelines avant. Mais aussi parce que Dunkerque, c'était vraiment une course contre la montre. Il fallait évacuer le plus de soldats le plus rapidement possible. Et ça, alors, ça passe avec les timelines, mais ça passe aussi avec la musique. Car pendant tout le film, on va entendre des cliquiti qui m'ont fait personnellement penser au clic d'une montre. Et vraiment tout le long, du début à la fin,
À part, enfin, ça stoppe à la fin quand même à un moment, mais ça donne vraiment cette impression du temps qui nous est compté, du temps qui passe, que chaque seconde compte, à chaque fois il y a du temps qui passe, et c'est vraiment excellent, et ça ne s'arrête pas, c'est tout le long, et ça aide beaucoup au suspense. Alors, il n'y a pas que les kiki hein, dans sa musique, il y a le reste qui est génial aussi. Hans Zimmer est fait pour les films de Nolan à fond, parce que Hans Zimmer fait de super musique, et Nolan sait les utiliser. Et ouais, ensemble les deux, ça va bien. Voilà. Voilà, en gros ce que j'avais à dire sur Dunkerque. Si vous vous intéressez à la Deuxième Guerre mondiale et si vous êtes fan de Nolan, allez le voir, foncez le voir. Vraiment, surtout que Dunkerque c'est un épisode assez important quand même de la Deuxième Guerre, dont nous, occidentaux, enfin en Angleterre c'est très connu, mais dans le reste du monde ça l'est beaucoup moins. Et c'est vraiment bien qu'ils en fassent un film du coup, pour qu'on sache que ça a existé, qu'on s'en souvienne. Et enfin, autre chose que le débarquement de Normandie ou la guerre du Pacifique, aussi. Donc ouais, foncez le voir, parce que c'est Nolan, parce que ça raconte quelque chose qu'on ne nous avait pas encore raconté dans la Deuxième Guerre mondiale, et parce qu'il est bien en fait. Juste ça. Donc voilà, abonnez-vous, commentez, likez, suivez-moi sur Twitter, abonnez-vous à mon autre chaîne, allez voir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine critique. D'ici, on peut quasiment la voir. Quoi? La patrie.